voit, Giovanni, à quel point c'est important, en tout cas c'est un sujet de préoccupation, le chauffage avec les hausses des coûts d'énergie. Donc ça va être, et puis le pilotage aussi du chauffage. Ça va être ton sujet. C'est ça. Merci. Voilà, je te laisse avancer. Merci. Alors c'est vrai qu'on va parler des immeubles grande hauteur, mais en fait le principe que je vais évoquer s'adresse à toute typologie de bâtiments avec des installations plus ou moins importantes en matière de puissance. C'est vers où? Voilà, c'est le bouton blanc. Bon, ça ne marche pas. Donc juste un petit mot sur Fulgoni. Fulgoni est une entreprise familiale très investie dans l'efficacité énergétique. Nous existons depuis 1964. Nous gérons à peu près 1300 contrats sur la région parisienne. Voilà, on a une infrastructure qui permet justement de faire les études, la réalisation, tant en travaux qu'en maintenance. Alors, petite question que j'avais déjà soumise, mais je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, on parle beaucoup du gaz. On dit que le gaz fossile n'existera plus. Qu'est-ce qu'il en adviendra des installations déjà au gaz? Voilà, les gens se préoccupent. Ensuite, il y a les événements géopolitiques qui font qu'on se pose des questions sur les stocks de gaz. Peut-être que même certaines copropriétés ont eu des fournisseurs d'énergie qui ont rompu leur contrat. C'est notamment vrai pour Gazprom, pour Entergaz. Donc les gens se posent quand même quelques questions. Donc l'idée, c'est de dire, est-ce qu'aujourd'hui, GRDF, pour parler du plus important, eh bien, quel stock de gaz a-t-il? Voilà, donc on a 5 réponses possibles, Giovanni. Donc 50%, 70%, 80%, 90%, 100%. Allez, on laisse au public le soin de voter. Comme vous êtes nombreux, ça va vite. Allez, on présente les résultats. Benjamin. Voilà, donc... alors, qu'est-ce qu'il en est? Alors, c'est étonnant que la seule catégorie disponible, personne n'a voté pour. En fait, c'est 90% pour GRDF. Il en va de même pour Engie, il en va de même également pour Gaz Européen, pour les principaux acteurs de la région parisienne. Pourquoi je vous dis ça? C'est encore une fois, c'est pour bien faire comprendre que le gaz n'est pas mort, loin de là, contrairement au air, et qu'il faut plutôt réfléchir mix énergétique plutôt qu'une solution électrique, réseau de chaleur, etc. Donc il y a plusieurs solutions qui se proposent aux copropriétés et il faut en tenir compte. Alors comment est constitué les chaufferies, le dispositif de chauffage dans un immeuble, quel qu'il soit, IGH, grands ensembles ou encore petit immeuble parisien, IMH. En fait, vous avez une chaufferie centrale qui va, alors souvent aujourd'hui au gaz, qui va diffuser de la chaleur pour l'ensemble de la copropriété, ou alors, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, un raccordement sur le réseau de chaleur. C'est-à-dire que la ville est équipée, Paris pour la CPCU et autres. Vous avez un réseau de chaleur, c'est soit de la vapeur, soit de l'eau surchauffée, et vous avez un poste de livraison. C'est vrai aussi pour la géothermie. Donc vous avez un poste de livraison qui vous permet de récupérer de l'énergie primaire. Ensuite, vous avez un dispositif de distribution qui, lui, va être régulé pour justement permettre aux copropriétés de fonctionner correctement. Donc ce réseau, en fait, va être réparti de la façon suivante. Une chaufferie centrale, un réseau primaire, des sous-stations en fonction des immeubles ou des étages à alimenter. On peut avoir aussi des sous-stations de relais. Et comme ça, la diffusion du chauffage va pouvoir se faire dans l'ensemble de la copropriété. En fait, l'enjeu, et c'est ça peut-être qu'il faut retenir, c'est que pour que le système dont je viens d'évoquer fonctionne bien, il faut tenir compte de 4 paramètres. Le premier, c'est de bien équilibrer votre réseau.
C'est-à-dire que la chaleur produite par ou le poste de livraison ou la chaufferie devrait être diffusée de façon équitable pour toutes les sous-stations. Donc l'équilibrage est essentiel. Ensuite, une fois que cet équilibrage est fait, on va pouvoir optimiser la température de distribution. Inutile de chauffer comme on le faisait dans les années 70 avec une température constante de 80 degrés dès le départ. Si on n'a pas besoin des 80 degrés, on va abaisser cette température. Ensuite, l'autre importance, c'est qu'aujourd'hui, on vous parle de chaudières, notamment à très haute performance énergétique. Ces chaudières-là ont une particularité, c'est que là, vous savez, quand on distribue du chauffage, on a un départ et on a une boucle et un retour. Et ce retour, eh bien, il est important que la température de ce retour soit la plus basse possible, j'y reviendrai d'ailleurs tout ça, pour permettre l'optimisation de fonctionnement des générateurs. Et puis, un aspect très important, c'est le calorifugage des tuyauteries pour éviter de perdre de la chaleur en ligne, bien évidemment. Ça, c'est 4 points essentiels dont il faut vraiment retenir. On avait évoqué le problème d'équilibrage. C'est vrai que si certaines sous-stations sont moins bien alimentées que d'autres, il va se passer un phénomène, c'est que vous allez devoir produire plus de chaleur pour alimenter les sous-stations les plus défavorisées. Donc l'équilibrage est essentiel. Si vous augmentez la température de votre chaufferie, eh bien vous surconsommez, bien évidemment. Donc c'est pour ça qu'il faut répartir de façon vraiment équitable les sous-stations qui alimentent votre chauffage. On parle aussi de l'électricité des matériaux qui vont être utilisés. Par exemple, une pompe de circulation, c'est-à-dire l'organe qui va permettre de faire circuler l'eau, eh bien, si elle n'est pas récente, elle risque de consommer beaucoup d'électricité. Aujourd'hui, toutes les pompes vendues sur le marché sont classe A électrique. Ensuite, ça, on a parlé de la distribution primaire. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la distribution secondaire, celle qui va vers les appartements. Chaque distribution secondaire doit être équipée d'une régulation indépendante. Alors, c'est vrai, si par exemple la sous-station est au pied du bâtiment, elle va alimenter verticalement l'ensemble des appartements. Mais si vous avez un phénomène de CIC, c'est-à-dire des boucles séparatives étage par étage pour les appartements, elles aussi sont régulées indépendamment. Vous avez aussi la possibilité de mettre des robinets thermostatiques. J'émets juste un petit point de vue personnel et d'expérience. Le robinet thermostatique fonctionne très bien quand il est bien utilisé et quand il est manipulé régulièrement. Parce que sinon, c'est des objets qui sont relativement précis et qui peuvent, là aussi, se dérégler facilement si on ne les manipule pas régulièrement. Tout ça va avoir une incidence sur la consommation de l'énergie, aussi bien l'énergie primaire, gaz, réseau de chaleur, etc., que la consommation électrique de tous les organes qui sont dans une chaufferie. Je vous parlais tout à l'heure sur les chaudières à très haute température. Il est nécessaire que les températures de retour, l'eau qui a servi au réchauffement des appartements, reviennent à des températures relativement faibles, inférieures à 55 degrés, pour optimiser le rendement de votre générateur. Donc tout ça va nécessiter une surveillance accrue du fonctionnement de l'installation. Quelque chose qui est parfois un peu oublié, c'est ce qu'on appelle la télégestion. Qu'est-ce que c'est qu'une télégestion ? En fait, il est important aujourd'hui que l'entreprise qui a la maintenance de vos installations puisse surveiller à distance
vos installations et non pas que le technicien soit présent en chaufferie pour vérifier les températures, etc. C'est nécessaire, certes, mais il ne peut pas être là tous les jours. Donc le fait d'avoir une télégestion va permettre, de vérifier les paramètres qui ont été établis et de suivre, bien évidemment, les consommations au quotidien. Donc il va avoir sur son écran d'ordinateur la typologie, le schéma de principe de l'installation, et il va pouvoir ainsi vérifier ses températures, vérifier la pression de l'eau, vérifier le fonctionnement des organes. Vous avez peut-être entendu parler qu'aujourd'hui, l'État a demandé qu'on mette comme consigne de température ambiante 19 degrés. C'est difficile de maintenir 19 degrés dans les appartements quand on a une typologie assez disparate dans les appartements. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le technicien va mettre cette consigne, mais le ressenti des copropriétaires, certains vont dire que j'ai trop froid, d'autres j'ai trop chaud, etc. Ça va être compliqué. Et on le constate aujourd'hui, physiquement, les techniciens sont obligés de se rendre sur place pour pouvoir remodifier les paramètres de la régulation. Vous comprenez bien qu'avec les problèmes de circulation, avec les problèmes de stationnement, les contraintes, un peu moins en ce moment avec l'essence, mais en tout cas, on a eu ces contraintes-là les jours précédents, eh bien, tout ça prend du temps et la réactivité pour modifier une courbe de chauffe prend des fois 2-3 jours. On a perdu 3 jours de surconsommation d'énergie parfois. Donc, il est important qu'on puisse faire ce réglage à distance. Et là, il suffit d'appeler l'entreprise de maintenance et la modification se fait immédiatement. Le personnel de maintenance, il va avoir une réactivité plus rapide, donc les consommations vont s'en ressentir immédiatement. Et ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les IoT, les objets connectés, eh bien on peut trianguler également les températures ambiantes. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir quelle est la température au dernier étage, au milieu du bâtiment ou en bas, et ça permettra à ce moment-là d'optimiser les courbes de chauffe. Alors ça, c'est pour information. Abaisser d'1 degré, c'est réaliser 7% d'économie. Ce n'est pas négligeable. C'est-à-dire que si votre immeuble est habituellement chauffé à 22 degrés, 23 degrés, ce qui est relativement courant sur Paris, le fait de diminuer de 2 degrés, ne serait-ce que pour être à 21 par exemple, c'est 14% d'économie. Ce n'est pas négligeable là encore. J'invite d'ailleurs, ça s'est fait sur l'allumage, grâce à la température extérieure, on a pu différer les mises en service des installations. On peut faire également des réduits de nuit, c'est-à-dire si par exemple la consigne de jour a été établie à 19 degrés, faire un réduit de nuit à 17 degrés. Pas trop non plus, pourquoi? Parce que trop abaissé, au moment de la relance, vous allez avoir une surconsommation. Donc il faut être là aussi très, très attentif. Ce qui est bien de faire aussi, puisque l'on est dans une situation parisienne où il y a des températures extérieures relativement douces, néanmoins, quand la température extérieure arrive à 18 degrés, on arrête les installations. Ils n'ont pas besoin de chauffer, on joue sur l'inertie du bâtiment. Et puis, bien entendu, la connectivité va permettre également d'être en lien avec Météo France pour avoir une anticipation sur les températures à venir. Et ça, ce n'est pas négligeable non plus. Voilà, je vous ai brossé très rapidement, de façon très concise, mais je suis à votre disposition si vous avez des questions. Voilà, on peut applaudir Giovanni. Merci Giovanni. Allez, je viens avec toi. Mais on peut se dire... là, je fais juste un petit témoignage. Hier, j'étais à 19 degrés chez moi. C'est vrai que c'est pas très chaud. C'est juste. C'est juste. Si on met pas un pull, si on s'habille pas, c'est pas possible. Mais c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. On se dit, mais aujourd'hui, c'est pas possible d'avoir une chaufferie qui n'est pas connectée. Quand on voit les contraintes de déplacement, la réactivité que ça amène, les économies que ça amène, il faut aller sur des chaufferies forcément connectées.
J'y travaille, moi. Enfin, en interne, on fait un travail colossal justement pour sensibiliser les copropriétés. C'est vrai que c'est très peu développé, en Île-de-France notamment. C'est dommage. C'est dommage. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tout est connecté dans un immeuble. L'ascenseur est connecté, les portes de parking sont connectées, etc. Et la chaufferie, qui représente un des postes les plus importants du budget d'une copropriété, n'est pas connectée. Donc je pense qu'il faut faire un travail de fond, d'information, pour que l'ensemble des immeubles parisiens soient connectés, les chaufferies. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore des changements de chaudière fuel vers le gaz? Il y en a encore beaucoup? Bien sûr. Il y a des endroits sur Paris, par exemple, où les réseaux de chaleur ne passent pas. Tout à l'heure, M. Delomo a évoqué le classement du réseau CPCU. Oui, mais pas dans tous les quartiers de Paris. Donc, à un moment donné, il faut se poser la question. Il n'y a que la solution gaz qui peut s'offrir à la copropriété. Oui, puis on sait que les réseaux de chaleur aussi, c'est des contraintes de voirie, de travaux, donc il faut demander des autorisations. Donc ça prend tout ça aussi un peu de temps. Tout à fait. Est-ce que les copropriétaires aujourd'hui, sur le coût d'énergie, est-ce qu'ils sont beaucoup revenus vers vous pour vous dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors oui et non. Je dirais que ceux qui sont revenus vers nous, c'est ceux qui n'avaient pas négocié leur contrat de gaz, notamment. Donc là, ils sont confrontés à l'évolution du prix du gaz. Donc là, ils s'intéressent vraiment au sujet. Ceux qui ont des contrats bloqués avec le prix du gaz, ils surfent encore sur cette sécurité, entre guillemets, mais qui va certainement se présenter à eux l'année prochaine. Donc, oui, ça ne va pas durer comme voilà. L'expression, comme on dit, comme les impôts. Tout ça, finalement, ça va s'arrêter. C'est clair. Après, on ne sait pas l'évolution. Enfin, je sais que déjà la tendance est légèrement à la baisse pour le prix de l'énergie, mais l'énergie gaz. C'est pour ça d'ailleurs que GRDF investit beaucoup sur le gaz méthane pour permettre justement à ce qu'il y ait une autoproduction en région parisienne et desservir Paris en 2050 à 100%. Oui, c'est du gaz vert, finalement. C'est ça. Une question du public, Benjamin. Une demande de précision par rapport aux chiffres du quiz. 90% OK, mais pour quelle capacité? Un hiver ou une saison complète? Alors, j'ai pas compris. 90% de stockage gaz GRDF? Oui, le chiffre du quiz. Mais est-ce que c'est pour un hiver ou une saison complète? Non, c'est une saison complète. C'est-à-dire que pour la prochaine année 2022-2023, saison de chauffe, oui, GRDF est capable d'assurer 90% de sa des immeubles. Voilà, donc on a un peu de sécurité. Oui, et puis il n'y a pas que GRDF aussi qui a du gaz. C'est pour ça que j'ai cité Engie, je peux citer aussi Total Energy et Gaz Européen qui sont... Donc le maître mot, c'est piloter, chauffer moins et anticiper les choses. Et optimiser tout à l'heure a été évoqué la nécessité de rénover des installations. Aujourd'hui, c'est plus une incitation, c'est presque une obligation, parce que le matériel qui est aujourd'hui vendu est très performant, et c'est lui qui va nous permettre de réaliser des économies de consommation. Et travailler sur le matériel. Ouais. Voilà, merci beaucoup Giovanni. On peut applaudir Giovanni pour cette dernière.